Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Vos familles respectives, elles se portent bien? D'accord. En tout cas, oui, très bien. Nous avons la santé, personne ne se plaint. Et tout le monde est debout sur ses jambes. On rend grâce au Créateur. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance, à notre Agora de ce jeudi 10 juin 2021. J'ai le plaisir de vous annoncer que cette séance sera animée par notre chère camarade Yasmina. Tu peux te lever. Peut-être qu'il y en a qui ne te connaissaient pas. Voilà. Bonsoir. Et moi-même, votre humble serviteur, Julien Agbessi, sur le thème le droit à la création de richesse. Et le complément, vous savez le complément que c'est à la base du développement de tout pays. D'accord? Ça, c'est notre postulat à l'éco-souverainisme. Voilà. Mais avant tout propos, je voudrais quand même qu'on revienne sur un événement de l'actualité mondiale. Je pense que c'est important. Et quelque chose s'est passé en France. C'était hier ou avant-hier? Avant-hier. J'aimerais demander votre impression, votre analyse sur cet événement. Je serais tenté de demander à celui-là qui pense qu'il est le plus jeune parmi nous pour nous dire son avis. Qui est-ce qui pense qu'il est le plus jeune parmi nous? Jason? Vous le connaissez? Ce jeune homme? Tu peux... Viens. Tu n'auras pas corona au nom du Seigneur. Enlève ça pour que je te... Voilà. Il ressemble à quelqu'un? Regardez bien le visage. C'est King, non? Oui. Voilà, viens, qu'on te regarde. C'est King. Voilà, Jason. Et il est parmi nous. Il vient également assister à la séance pour voir ce que son papa vient faire. Voilà. Comme son papa a voyagé, il est avec nous. Voilà. Donc tu peux t'asseoir de nouveau. Donc naturellement, tu es le plus jeune parmi nous. Ce qui s'est passé en France, et surtout avec le président Macron, qu'est-ce que tu en dis? Déjà, bonsoir tout le monde. Je suis Jason, le fils de Monsieur King. Et par rapport à la question que l'orateur m'a posée, déjà, si le fait que le président de la République s'est fait gifler, c'est que, il n'inspire pas, il n'a pas assez de charisme jusqu'à ce que quelqu'un dans le public puisse lui donner une baffe. Aucun homme peut se lever et partir gifler Trump. C'est impossible. Aucun homme peut se lever et partir gifler le président de la Russie. C'est impossible aussi. Donc, on peut peut-être dire la faute à Emmanuel Macron de ne pas s'imposer, de ne pas montrer que c'est un chef d'État. Parce que si la personne a osé le gifler, c'est qu'il ne le considère pas comme son chef d'État. Juste une personne lambda qui est au pouvoir. Donc du coup, voilà. Voilà. Donc tu expliques ça par le manque de charisme du président de la République française. D'accord. Merci. Qui est-ce qui a un autre avis? Bon, en fait, pour répondre à cette question, d'abord, j'aimerais poser une question, quoi. Je pense que ce coup est préparé. Pourquoi je dis ça? Comment Emmanuel Macron peut-il arriver et momentanément il se dirige vers cette personne même? Et il a touché aussi le bras de cette personne. Pourquoi maintenant il n'y a pas les autres à part ça? Ou bien c'est comme si, puisque dès son arrivée, je ne vois même pas qu'il marche. Oui. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore accepté ça comme quoi quelqu'un a giflé un président. Non, ça c'est, pour moi, selon moi, c'est un montage, quoi. C'est une scène. C'est une scène. Oui, qu'ils ont monté. Bon, moi, je ne... Et comme ça, Oui, donc moi je vais dire que c'est dans la culture française. oui. Jusqu'alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore giflé un président, Oui. mais publiquement, Oui. mais les Français ont toujours cette habitude, que ce soit par exemple les poudres,
la poudre ou bien des œufs cassés, ils ont l'habitude de jeter. Je sais que je me rappelle qu'on avait jeté des œufs cassés, des œufs pourris à Chirac. Hein. À Chirac et même à qui là? Il y a des tomates. La tomate. Ouais, moi je crois que c'est que plus il y a cette manière de faire, on aurait pu déjà prévoir des dispositions pour éviter cela. C'est une vase de trop qui a explosé pour que la gifle revienne à Macron. Je crois que dans la société française, il y a un problème. Puisque bien avant même que Macron n'aille sur le terrain, il a eu déjà à formuler des propos comme quoi la campagne ne doit pas être émanée de violence. Ça veut dire que quelque part, il en est conscient de la situation, des risques de violence sur le terrain. Mais comme la tradition française voudrait que toujours le président soit plus proche du peuple, de son peuple, il s'est engagé dans cette piste-là. Donc bon, c'est le dénouement qui m'a moi intéressé. Le dénouement en quel terme? Oui, donc je disais que j'ai tiré une conclusion en voyant que la classe politique française, c'est une classe politique qui est mieux. Parce que tout de suite, la réaction des uns et des autres a été la condamnation directe de l'acte qui a été posé. Donc ça veut dire qu'ils respectent profondément les institutions qu'ils ont mis en place. C'est ça. Donc, et puis j'ai évoqué l'autre raisonnement selon lequel au niveau de la France, on voit que les pouvoirs qui constituent la France, ce n'est pas des pouvoirs qui badinent. Ils prennent à coup sûr leurs responsabilités. Ailleurs, on aurait dit que, non, que le président français peut influencer la justice. Mais ici, on a vu le rôle de la justice de façon indépendante. Elle a pris sur elle les lois qu'il faut pour pouvoir trancher l'affaire. Merci beaucoup. Bon, excusez-moi qu'on ne recueille pas l'avis de tout le monde, mais je crois que l'avis de 2 ou 3 personnes peuvent quand même nous aider à faire une analyse de la situation. Ok, imaginez-vous un instant que cet événement se soit passé au Togo. Ça ne peut pas se passer ici. Pourquoi? Notre sécurité. Oui. C'est l'autre côté de la chose. C'est l'avatar de la scène qui s'était passée la dernière fois. Ici, en Afrique, ça ne peut pas se passer. Parce que l'éducation que nous avons ici, c'est vraiment différent de l'éducation des Occidentaux. Voilà. Donc, nous, en Afrique, même quel que soit le rang, le statut de la personne, une fois que la personne est plus âgée que toi, on ne porte pas la main sur elle. Surtout, même si ce n'est pas une autorité voilà, si ce n'est pas une autorité, si la personne est plus âgée que toi, le petit, tu n'as pas le droit de porter la main. Ce que nous ne savons pas, nos parents sont dépositaires d'une autorité, l'autorité parentale. Même l'autorité divine, parce que c'est par eux que nous sommes arrivés sur la terre. Ça, nous oublions souvent. C'est pourquoi on a toujours peur que le parent prononce une malédiction dans notre direction ou bien sur nous. Ils détiennent une autorité. Donc, à commencer par nos parents. Est-ce que tu peux gifler ton père ou ta mère? À supposer même que ton père ou ta mère te gifle. Toi, tu peux le gifler? On commence par là. Parce que moi, j'ai appris un jour qu'il y avait un chef d'État qui a eu une attitude qui n'a pas plu à sa mère. Et quand il est venu saluer sa maman lui a dit agenouille-toi. Il s'est agenouillé, la maman l'a giflé. Il a pleuré, après il a dit merci maman, j'ai compris. Il s'est levé. Ça, c'est l'Africain. D'abord, les parents. Ensuite, le chef de famille. Maintenant, en dehors du cercle familial, le chef de village, le chef canton, d'accord? Le préfet, le chef quartier, le maire, et bon, les députés, ministres, premier ministre, chef d'État,
un ambassadeur avant d'arriver à ce niveau-là. Est-ce que c'est imaginable en Afrique? Ce n'est pas possible. Hein? Si tu le fais, tu risquerais de te retrouver tout seul. Même si tu as des gens derrière qui te disaient, celui-là, on doit lui flanquer quelque chose. D'accord? Une fois que tu le feras, tu seras seul devant tes responsabilités. Parce que c'est indécent. C'est-à-dire, même ceux-là qui ont l'habitude même de se moquer de Macron ou bien de lui reprocher des choses, est-ce que nous sommes tous à l'aise de l'avoir vu gifler? Quelque part, ça blesse la morale. Hein? Ça blesse la morale. On ne peut pas comprendre ça. Si je me mets dans l'analyse de Jason, quand il disait que c'est peut-être parce qu'il manque de charisme, c'est possible. On n'a pas le même niveau de charisme. D'accord? Il y a des gens qui naturellement font peur. Quelle que soit leur taille. Des gens sont créés comme ça. Des gens sont charismatiques. Que tu le veuilles ou non, ils sont charismatiques. Tu ne peux pas. Mais une fois que quelqu'un détient une autorité publique, est dépositaire d'une autorité publique, le chef de l'État, c'est toute une institution. Il ne faut pas le voir en tant que corps humain. Il incarne ce qu'on appelle la présidence de la République. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que si tu acceptes ça, cela veut dire que toi aussi tu acceptes qu'on puisse te gifler. C'est ce que ça signifie. Et à plus forte raison, tu acceptes que même tout en notant une autorité, qu'on puisse te gifler aussi. D'accord? Autre chose, l'éducation. Je parle de l'éducation. Nous avons une éducation parentale, une éducation familiale, une éducation communautaire, pour ne pas dire sociale, d'accord? Même une éducation clanique. Dans votre clan là, si vous êtes Évé, vous êtes Kabia, vous êtes Akbosso, vous êtes Mina, est-ce que c'est comme ça que vous vous comportez? Vous pouvez gifler un adulte ou bien une autorité? Ce n'est pas possible. Chez nous, en Afrique, ce qui accompagne ça, c'est même la crainte même de la malédiction. Parce que des gens ont tenté de violenter des chefs traditionnels, des rois. Moi, je n'aime pas qu'on les appelle chefs traditionnels. Ça, c'est une expression française qui diminue, disons, l'importance de cette fonction. Nos rois, des gens se sont amusés à porter la main sur des rois, ils ne sont plus. Ou bien la fin de leur vie a été atroce. Parce que une fois qu'on met quelqu'un sur un trône, c'est que le ciel aussi répond. D'accord? Il y a les anges qui répondent. Ils le reconnaissent. Même s'il gère mal, il est reconnu en tant qu'autorité. Si tu touches à lui, tu touches au Dieu créateur. C'est pourquoi c'est accompagné souvent de malédiction quand on fait des choses comme ça. Celui qui a fait ça, je suis sûr que même si la justice française le laissait, et si on lui disait, bon écoute, à supposer qu'on reproche à Macron de n'avoir pas respecté le 1 mètre ou bien 2 mètres de distance sociale là, par rapport à la foule, à supposer qu'on lui reprochait ça et que la justice le libérait, lui-même là, il est à l'aise, hein? Il va regarder le visage de qui? Quand il va retourner à la maison, il va voir qui? Il peut être à l'aise, mais il peut être même félicité d'avoir fait ça. C'est possible. C'est possible. C'est pourquoi nous les Africains, nous devons être fiers de notre éducation. Est-ce que nous pouvons faire ça de par notre éducation? Tu vas regarder le visage de qui après avoir fait ça? Oui, si tu ne fais pas attention. Moi, mon fils, hein, aucun de mes enfants, personne, même de ma famille ne peut faire ça. Si tu fais ça, tu ne reviens plus. Non, mais tu dois rentrer dans une autre famille. Ce n'est plus, tu ne reviens plus chez nous, quoi. Ça dit, c'est clair. Parce que le nom que tu portes, hein, ce n'est pas pour toi seul. Le nom, c'est le premier bien communautaire. Ton prénom, tu peux en faire ce que tu veux. Tu t'appelles Julien, tu t'appelles Kodjo, tu t'appelles Komla, c'est ton problème. Mais quand tu t'appelles, par exemple, on dit tu es de la famille Abalo.
tu portes le nom Abalo, il faut savoir que tous les Abalos, hein, même ceux-là, tes aïeux qui ne sont plus aujourd'hui, tes parents, tes frères qui sont là aujourd'hui, tes soeurs qui sont là aujourd'hui, les enfants qui naîtront, qui porteront ce nom, tu leur as fait du tort. Ça suit. Donc il faut faire extrêmement attention. C'est important parce que notre arène nous permet d'analyser des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes, etc., de toute nature. Mais ça, c'est un événement qui ne peut pas passer inaperçu. On doit pouvoir l'analyser pour savoir que ce n'est pas bon d'avoir certains comportements. Voilà, je vous remercie. Il y a même un militaire qui a dit que si c'est au Togo, c'est que tu ne vas pas exister. Oui. Non, et si tu ne sais pas faire, même presque dans ta famille aussi, certains aussi ne vont pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Mais quelque part aussi, ça, ce n'est pas pour culpabiliser Macron. Mais, vous voyez, ce n'est pas... Parce qu'eux-mêmes, excusez-moi, eux-mêmes ont détruit leur propre société. Avec trop de liberté, qui s'est confondu avec ce qu'on appelle le libertinage. Hein? Jusqu'à ce qu'on reconnaît à quelqu'un le droit de se transformer dans le sexe, au sexe opposé. Ça dit que tu es un homme avec ce que Dieu t'a donné. Et tu penses que tu as la liberté qui te permet même de devenir femme. Quand des gens arrivent à ces extrémités, ils peuvent gifler un chef d'État. C'est ça, ils peuvent gifler sa mère. Ils peuvent gifler son père. C'est ça. C'est pourquoi moi je n'aime pas qu'on transpose leur éducation sur notre société. Parce que nous sommes différents d'eux. Il y a des choses même, ça dit que, voilà, tu as écrit liberté. Ah, c'est différent. Voilà, différent de libertinage. On doit définir. Oh, ça risque de nous occuper la séance. Hein. La liberté, c'est la liberté. La liberté, c'est disons, ce n'est pas un pouvoir. La liberté, c'est quelqu'un pour donner une autre expression. Ce n'est pas un pouvoir, mais c'est un droit. C'est une faculté que l'on a à faire. C'est une forme d'indépendance à faire quelque chose. D'accord? Alors que le libertinage, c'est un excès dans l'exercice de la liberté. Voilà. Et ça, il ne faut pas les confondre. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes libre de faire ce que vous voulez que vous pouvez faire n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ça. Nous avons notre éducation qui nous différencie, qui nous distingue. Chez nous, l'éducation, ce n'est pas seulement pour bien se comporter en public, mais c'est aussi pour faire honneur au nom qu'on porte, pour faire honneur à sa famille, à son pays. Je n'ai pas le droit de me comporter de manière bizarre quelque part, parce que la seule question qu'on posera, c'est « il est d'où ?» Si tu le fais dans ton pays, on posera la question, il est de quelle famille? Ou bien il est de quelle région? Si c'est dans un autre pays, on dira, il est de quel pays, celui-là, ou celle-là. Donc nous devons vraiment être prudents dans nos comportements. Voilà. C'est important. Maintenant, nous en venons. Merci, camarade Paul, d'avoir pensé à nous doter de marqueurs. Je voudrais qu'on puisse l'applaudir. Voilà. C'est notre responsabilité commune à nous tous de nous doter de ces instruments de travail, n'est-ce pas? Puisque ça nous profite à nous tous, n'est-ce pas? Voilà. Alors, venons-en au sujet qui nous a réunis ce soir. Qui est-ce qui peut nous lire le sujet avec le complément qui est sur l'invitation? Oui. Solution au sous-développement de l'Afrique. Tu peux compléter ici. Tu peux mettre 2 points, tu complètes. Ah, c'est déjà fait? Oui. Merci. Solution au sous-développement de l'Afrique. Le
le droit à la création de richesse. Quelqu'un en a entendu déjà parler avant d'arriver ici, là, dans cette arène? Quelqu'un a déjà une fois entendu parler de droit à la création de richesse? Vous avez entendu parler de droit? Quel droit vous avez déjà entendu? De quel droit vous avez entendu parler? Le droit à la vie. Quel autre droit? Droit à la liberté d'expression. Quel autre droit? Droit de religion. Droit de religion. Merci. Droit de... À l'éducation. Droit à l'éducation. D'accord? Il y a différents types de droits. Mais vous avez jamais entendu parler de droit à la création de richesse? Vous avez jamais entendu parler de ça? Si? Où? C'était à quelle occasion? C'était à... Non, tu peux parler. C'était à une réunion Oui. de travail où on en a discuté, le droit à la création de richesse. Et si je peux aller un peu plus loin, c'est le droit que confère tout un État ou bien toute une société à une personne de pouvoir créer une activité créatrice de revenus ou bien de richesse, de valeur pécuniaire, j'allais dire. Est-ce qu'on peut savoir c'était quel type de réunion? C'était à un séminaire. C'était à un séminaire que ça a été évoqué. Cela veut dire que cette idée était en train de germer dans la tête de beaucoup de gens, n'est-ce pas? Voilà. Et merci beaucoup. Les éco-souverainistes ont pensé à concrétiser ce droit. Parce que de tous les droits qui existent jusqu'à présent, on n'a pas encore donné du contenu à ce qu'on appelle le droit à la création de richesse. Je vais laisser notre camarade Yasmina, n'est-ce pas, de nous parler un peu des différents droits humains que nous avons. Et après, nous verrons de tous ces droits, qu'est-ce qui se rapproche le plus possible du droit à la création de richesse. Maintenant, pourquoi le droit à la création de richesse, nous le verrons. Et après, nous allons tirer les perspectives éco-souverainistes. C'est bon comme plan? Ça peut aller? Voilà. Merci camarades. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, à notre agora, nous allons parler des droits à la création de richesse, plus précisément sur le thème quels sont les différents droits des êtres humains. Je vais donner la parole à tout le monde pour m'aider parce que c'est ma première fois et c'est pas du tout facile. Donc vous allez m'aider. Non. Ok, d'accord. Nous allons essayer. Nous avons différents types de droits qui sont classés dans 3 catégories. Nous avons premièrement les droits civils et politiques ou encore les droits fondamentaux. La deuxième catégorie de droits humains. On a les droits économiques et socio-culturels. Et enfin, les droits collectifs. Maintenant, nous allons essayer d'énumérer dans chaque catégorie les différents types de droits qu'il existe. Dans la première catégorie, les droits civils et politiques ou droits fondamentaux, nous allons énumérer ces droits qui sont, comme l'avait déjà dit Johnson, droit à l'expression, droit à l'expression, à la liberté d'expression, droit à la vie, droit à la mort, vraiment, droit de manifestation, droit d'engager une procédure, droit aux procédures équitables, aux procédures judiciaires équitables, qui ne sont jamais équitables. Etc. Maintenant, on vient à la deuxième catégorie, qui met les droits économiques, sociaux et culturels. Qu'on appelle également les droits sociaux. D'accord? Le droit, quand vous dites c'est quoi le droit? Quand vous dites j'ai le droit de, j'ai le droit de, ça veut dire quoi? J'ai le pouvoir de... La voie libre. Oui, c'est une façon de parler. C'est la liberté. La liberté, oui.
possibilité, c'est la liberté que l'on a, la liberté qui vous est reconnue. D'abord, de faire ou de ne pas faire quelque chose. C'est ça le droit. On appelle dans notre vernaculaire féminin, je ne sais pas comment ça se dit dans la Géna. C'est mon droit. Tu ne peux pas m'empêcher de faire ça parce que c'est mon droit. Vous comprenez? Tu ne peux pas m'empêcher de faire ça. C'est mon droit. Donc il faut qu'on comprenne les termes. Voilà. Parce que si on le dit en français, c'est bien d'entendre, mais parfois on ne comprend pas. J'ai le droit de faire. J'ai le droit de ne pas faire. Voilà. C'est ça. Bon, maintenant, les droits sociaux, économiques et culturels. Leur contenu, c'est quoi? Droit du travail. Oui. Droit du travail. Le droit de travailler. Droit à la protection de la cellule familiale, de la protection de la vie privée. Droit à la sécurité de la propriété intellectuelle. Droit à la protection de la propriété intellectuelle. Droit à un niveau de vie convenable. Nous allons voir les droits collectifs. Le droit à la protection de la propriété individuelle. Ah, c'est individuel. C'est-à-dire que j'ai inventé quelque chose. Les romans. Non. Alors, notre compatriote qui a fabriqué le foufou mix. D'accord? Il a réfléchi, il a fabriqué ça. Son droit intellectuel là doit être protégé pour que quelqu'un d'autre ne vole la technique qu'il a mise au point. Mais malheureusement, ce n'est pas protégé. Maintenant, j'ai appris que les Chinois sont en train de fabriquer ça aussi. Dans ce cas, on parle des brevets et des licences d'invention et des licences. Il y a droit de puissance paternelle. Oui, bien sûr. Droit de puissance paternelle. Parce que l'individu, à un moment donné, doit être capable de demander la main d'une femme et d'assurer sa lignée. Mais parfois, faute de conditions économiques favorables, les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas se le permettre. Et je crois que c'est ce qui peut révolter aujourd'hui la jeunesse, parce que droit à la puissance paternelle, nous devons pas. Oui. C'est-à-dire, oui, paternelle. Bien, droit à la paternité. Et je voudrais vous prier que nous puissions revenir à nos moutons. D'accord? Sinon, nous risquons de nous perdre et de ne pas traiter notre sujet. D'accord? Les droits collectifs. Alors Yasmina, qu'est-ce que par exemple tu entends par droit collectif? Les droits collectifs sont l'ensemble des droits qui permettent aux individus de jouir spontanément, à tous les individus de jouir spontanément. Pour mieux m'expliquer, je peux dire droit au développement. Avant qu'on ne parle d'un développement, il faudrait que le travail soit communautaire, que ce soit tout un ensemble d'individus qui puissent travailler à ce qu'il y ait un développement dans ce domaine. Donc, ce qui fait du droit de développement un droit collectif. Droit à la sécurité, à la paix, droit à un environnement sain où nos mairies travaillent. On n'en jouit pas tout seul. Voilà. On en jouit toujours ensemble. Quand on parle de développement, est-ce que c'est l'individu seul qui sent le développement? C'est collectif. Quand on parle de la sécurité, c'est l'individu seul qui a la sécurité? Non. Quand on dit la paix, le droit à la paix, quand ça, actuellement là, avec l'atmosphère qu'il y a et l'insécurité qu'il y a au Burkina Faso, on peut comprendre mieux. Quand on te dit droit à la paix, tu vas trouver ça bizarre, n'est-ce pas? Tu vas te dire mais c'est quoi encore ça? Mais demandez aujourd'hui aux Burkinabés, aux Maliens, aux Nigériens, aux Nigérians, ce que c'est que le droit à la paix. Ils vous diront que effectivement c'est un droit qui existe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix chez eux. Regardez ce qui s'est passé avant-hier, non, il y a 3-4 jours là, au Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais il faut suivre l'actualité. Un massacre d'un peuple, d'une population locale ou bien une région orifère où on trouve de l'or dans le sous-sol. Vous voyez, donc il y a beaucoup de gens qui sont là. Bon, ils exploitent l'or de façon artisanale. Maintenant, il y a ceux-là qu'on appelle les terroristes, n'est-ce pas? Ils sont arrivés et ils ont tué tout le monde. Pratiquement, ça dit qu'ils n'ont pas fait de distinction, même jusqu'au bébé. Officiellement, on parle de 132 morts. Parce que quand officiellement on parle de 132 morts, dans la réalité, quand on dit qu'on n'a pas épargné les chefs et notables, on n'a pas épargné les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, c'est là où vous appréciez la paix. Voilà. Ça, c'est des droits collectifs. Parce qu'on en jouit ensemble. C'est bon? Voilà. Maintenant, s'il plaît, on a essayé d'énumérer les 3 catégories de droits humains que nous disposons. Nous allons essayer de voir dans tous ces droits que nous avons cités, quel est le droit qui nous relie ou bien qui nous permet d'avoir de la richesse. Quel est ce droit-là qui peut être direct par rapport à notre thème, qui est le droit à la création de richesse? Le droit à la création de richesse se localiserait dans la deuxième catégorie, les droits éco, sociaux et culturels. Ouais. Bon, de par le contenu, bien les exemples cités, cela on parle déjà de, je sais pas, un exemple juste, le droit à un niveau de vie convenable, le droit au travail. Bon, déjà les deux suffisent. En fait. À l'éducation, oui, à l'éducation. D'accord, jusqu'à présent, on ne touche pas encore à la chose. Maintenant, nous disons que on doit donner du contenu, on doit reconnaître le droit aux citoyens à la création de la richesse. Ça, c'est un postulat de l'éco-souverainisme. Il y a dans notre Constitution 2 articles qui parlent à peu près de certaines conditions. Est-ce que quelqu'un a les articles là à nous lire? Article 37 et article 38 de la Constitution du 14 octobre 1992. Oui, allez-y. L'article 37. On dit l'État reconnaît à chaque citoyen le droit au travail et s'efforce de créer les conditions de jouissance effective de ce droit. Il assure à chaque citoyen l'égalité de chances face à l'emploi et garantit à chaque travailleur une rémunération juste et équitable. Nul ne peut être lésé dans son travail. Nul ne peut être lésé dans son travail. En raison de son sexe, de ses origines, de ses croyances ou de ses opinions. Ok, si tu permets, je voudrais que tu reviennes. On va prendre chaque terme de cet article. Vas-y, reprends. L'État reconnaît à chaque citoyen le droit au travail. L'État reconnaît à chaque citoyen le droit au travail. Est-ce que c'est vrai? L'État reconnaît aux citoyens le droit, à chaque citoyen le droit au travail. Ça veut dire que l'État comprend que chaque citoyen doit pouvoir travailler, pour pouvoir vivre, pour pouvoir exister. C'est vrai? Non, l'État le reconnaît? Oui. Mais si l'État le reconnaît, soyons honnêtes pour dire que l'État le reconnaît. Ok, allons-y. Et si l'État ne le reconnaissait pas, l'État n'organiserait pas, d'abord n'organiserait pas des formations, n'organiserait pas des concours, n'est-ce pas, des tests de recrutement, ne créerait pas même la direction, le ministère du Travail, hein, la direction de l'emploi, l'ANP, l'Agence nationale pour l'emploi, etc., etc. Et les ANADEB et autres là, l'État ne créerait pas ces mécanismes-là. D'accord? Ok. Oui. Quand on dit dans l'article 37, l'État reconnaît à chaque citoyen le droit au travail
j'aimerais demander, est-ce que les autorités, nos autorités comprennent ça comme ça, que chaque citoyen a droit de travailler, ou bien les droits liés au travail? Parce que quand l'individu travaille, il a droit à certains avantages. Est-ce que c'est de ces droits on parle, ou bien c'est le droit de travailler? Je veux qu'on apporte une nuance par rapport. D'accord, merci. Et après les échanges qu'on vient d'avoir, d'accord, je pense que nous étions d'accord sur le fait que l'État reconnaît à chaque citoyen le droit à travailler. Oui. N'est-ce pas? Oui. L'État essaie de mettre en place les institutions, les mécanismes pour favoriser le travail. Maintenant, la question, pour répondre à ta préoccupation, c'est est-ce que ces conditions sont suffisantes? Est-ce qu'elles sont pertinentes pour permettre aux citoyens d'exercer ce droit au travail? C'est la question. Est-ce que vous pensez que ces conditions sont suffisantes? Répondez. Elles ne sont pas suffisantes. Pourquoi? Elles sont insuffisantes. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent, parce que la population qui travaille par rapport à ceux qui ne travaillent sont nombreux plus que les gens qui travaillent. Donc c'est insuffisant. Ok, merci chers camarades. Moi j'aimerais apporter ma contribution. Au fait, selon ce que nous disons, le droit au travail est reconnu par l'État togolais. Et c'est pour cela qu'on voit les structures telles que l'ANPE et les concours qui sont organisés de gauche à droite. Mais le but des éco-souverainistes tels que nous le faisons aujourd'hui, c'est parce que nous voyons qu'il y a de l'insuffisance ou bien la manière dont ce droit est pratiqué n'a plus de valeur en ces temps-ci. Donc, pour nous, en tant qu'éco-souverainistes, il faudrait qu'on fasse un combat pour que une retouche soit faite à ce droit. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oui. Ah, on n'a pas fini. Si tu poses une autre question, on n'a pas encore répondu totalement à la question. Oui, c'est dans ce sens. Bon, j'aimerais, oui, je voudrais qu'on m'éclaircisse un peu la différence entre le droit de travail et le droit au travail. Ce n'est pas qu'on en est incapable, mais si on se met là-dedans, ça peut prendre toute la séance. Bien sûr. Vous permettez. D'accord? On va en parler à titre privé quand on sera seul à seul. D'accord? Au fait, dans le programme éducatif, l'État a instauré l'enseignement. Comme quoi, la lettre de demande d'emploi. Si on se réfère à cette lettre de demande qu'on enseigne à tous les élèves, déjà, on dira que l'État reconnaît le droit au travail à tout un chacun. Merci. Merci beaucoup. Et je voudrais, pour ne pas aller trop loin, dire que l'État reconnaît à chaque citoyen le droit au travail. Pourquoi? L'État vit de quoi? Quelles sont les ressources de l'État? Des impôts, des taxes, etc., etc. D'accord? Où est-ce que, sur qui, ou bien auprès de qui l'État collecte ses impôts? Sur la population, ou qu'on appelle les contribuables. Ça veut dire que nous tous, nous sommes des contribuables. Ça veut dire que nous contribuons aux ressources de l'État. À travers quoi? À travers le travail. D'accord? Donc l'État a intérêt à ce que la majorité de ses citoyens travaillent. Et quelle que soit la nature du travail. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mette dans la tête que le travail c'est seulement dans la fonction publique, dans l'administration ou dans l'armée. D'accord? Le paysan, c'est un travailleur. D'accord? L'artisan, le maçon, le menuisier, le tailleur, ce sont des travailleurs. Les artistes, ce sont des travailleurs, puisqu'ils sont des contribuables aussi. N'est-ce pas? Les sociétés, les entreprises,
comprennent des travailleurs. Ce sont les travailleurs qui travaillent au sein de ces entreprises, n'est-ce pas? Quand c'était avant-hier, je crois, le président de la République, c'était dimanche dernier, c'était le 6 juin, n'est-ce pas? Il a inauguré quoi? La plateforme industrielle d'Etikopé qu'on appelle PIA, n'est-ce pas? Très bien. Et on a promis que disons, les Togolais peuvent jouir de quel nombre, quel effectif d'emploi? 35 000 personnes. Exactement. Ça me rappelle les espoirs qu'on avait fondés dans l'avènement de la zone franche. J'étais tout jeune étudiant. Quand on en a parlé, les Togolais ont crié « Hurrah !» que enfin les jeunes se sont dit nous allons travailler. Leurs parents se sont dit nos enfants vont travailler. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parce que j'ai suivi l'actualité et la presse qui a fait une revue de la presse au cours de laquelle des journalistes disaient le tout n'est pas seulement de mettre en place cette plateforme, n'est-ce pas? Mais l'essentiel, c'est que les emplois qui seront créés, que ces emplois soient décents. Écrit quelque part, emploi décent. Emploi décent. Ça suppose que on travaille, tu peux travailler, mais ne pas t'épanouir. Par le niveau du salaire. Le SMIC actuel, c'est quoi? C'est combien? 35. Quand on dit SMIC, c'est quoi? Le salaire minimum intergaranti. D'accord? C'est-à-dire que d'après les calculs faits, d'après les conditions de vie, etc., en tenant compte des agrégats économiques, etc., l'État fixe un salaire minimum qui peut permettre à celui-là qui a le plus bas emploi de vivre. Est-ce que 35 000 francs permettent aux Togolais de vivre décemment? Voyez des questions. Et aujourd'hui, je suivais sur Canal FM, dans l'émission de Date Dédé, c'était une revue de la presse, et elle avait, non, avant même la revue de la presse, elle avait interviewé un délégué de la zone franche, délégué des travailleurs, délégué du personnel de la zone franche, d'une société de la zone franche, Amina. Est-ce que vous savez qu'actuellement ils sont en grève pour 2 jours? Pourquoi? C'est parce que leurs conditions, d'abord, depuis un certain moment, ils demandent que le chef personnel et le bureau revoient leurs conditions de travail. Et puis leur salaire, tout ça là. Mais c'est fait que leurs délégués, qui doivent battre pour eux, s'en foutaient pas mal. Donc aujourd'hui, ils ont décidé de faire 2 jours de grève pour signifier que vraiment ils sont arrivés à un moment où ils ne peuvent plus continuer. Donc c'est ça qui arrive aujourd'hui. Merci beaucoup, vous avez vraiment suivi. C'est bon, hein? C'est bon de suivre l'actualité. C'est bon. Et concrètement, il reproche à la direction de la société Amina, qui est une société de la zone franche, d'avoir licencié des collègues, des travailleurs. Il paraît que c'est autour de 200 personnes qui ont été licenciées. Pourquoi? Parce que quand on a organisé les élections de délégués du personnel, ils ont réussi à élire des délégués qui peuvent défendre valablement leurs intérêts. D'accord? Contrairement à ce que la direction, ce sont des Chinois, non? Ou bien Coréens. Les Coréens, contrairement à ce qu'ils auraient souhaité, ils ont élu des délégués qui ne sont pas appréciés par la direction. Et ceux-là, on les a licenciés. Et il paraît qu'il y a encore un plan en vue pour licencier d'autres encore. Ça, c'est pas fini. Maintenant, les délégués, quand tu es délégué du personnel, quand tu utilises ton temps, une partie de ton temps pour, par exemple, défendre les intérêts de tes collègues, ou bien aller discuter avec la direction,
en faveur de tes collègues, d'accord, la direction soustrait ce temps de travail de ton salaire. Est-ce que c'est acceptable? C'est inacceptable. D'accord? Et puis, il y a plein d'autres choses. Sans oublier, par exemple, les difficultés du travail même. La plupart, parce que moi, j'ai fait une étude, je me suis rapproché de beaucoup de travailleurs de cette société, beaucoup d'agents de cette société, surtout les femmes, qui m'ont fait savoir que, d'abord, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Vous faites des heures supplémentaires, on ne vous les paie pas. Autre chose, il y a des régimes différents de traitement des salaires. Certains sont payés à la tâche, c'est-à-dire c'est par rapport à ce que tu as produit, au travail que tu as fait, que tu es payé. D'autres sont payés à l'heure. Pourquoi est-ce que dans la même entreprise, il doit y avoir 2 ou plusieurs régimes de traitement de salaire? Ça, c'est des réalités difficiles. Et puis, autre chose, les accidents de travail, ou bien même les maladies liées au travail. Certaines femmes, quand elles vous expliquent ce qu'elles ont, parce que pour pouvoir traiter ces mèches-là, vous êtes sur des machines qui vous secouent. Et vous imaginez pour une femme, il y a beaucoup d'entre ces femmes-là qui ne peuvent plus faire d'enfants. Et malheureusement, ce qui est déplorable, l'État est absent. Notre État, on a l'impression que notre État ne protège pas le Togolais. Ils s'efforcent de créer les conditions de jouissance effective de ce droit. L'État s'efforce de créer les conditions. Dans la réalité, c'est une obligation. Parce que le tout n'est pas, par exemple, d'avoir créé la zone franche. Parce que même la zone franche profite beaucoup plus aux sociétés, aux entreprises qu'aux Togolais. Pourquoi on dit zone franche? La zone franche veut dire qu'on les a exemptés du paiement de certaines taxes et impôts. C'est ce que ça signifie. C'est-à-dire, au lieu que ces entreprises soient des entreprises régulières, ce sont des entreprises qui ne paieront pas certaines taxes, certains impôts. Mais et maintenant, les Togolais qui travaillent là-bas, eux, ils sont maltraités. Vous voyez la contradiction? En fait, en réalité, oui, la zone franche, elle est faite pour plus valoriser les exportations. Voilà. Et les exportations dans la balance commerciale, oui, ça pèse. Donc, il faut exonérer ces entreprises de taxes pour que les exportations soient plus supérieures aux importations pour pouvoir équilibrer la balance commerciale. C'est ça l'objectif. Même maintenant, qui ne tient pas compte des conditions de travail des Togolais. Et c'est ce qui est dommage. Je me rappelle que quand le ministre, en ce moment-là, il n'était pas ministre, c'était un leader de l'opposition, le professeur Ninevi. Vous le connaissez? Oui. De la CDPA? Oui. D'accord. Quand il était ministre de quoi? Des mines? Des mines, oui. Des mines. Et ses frères et sœurs de la préfecture de Yotor ont applaudi quand ils ont appris ça. Que enfin, ils ont un grand frère qui va s'occuper de leurs problèmes au niveau du Wassem. Wassem et il y a une autre société de ciment, Scantogo. Avant Scantogo, il y a Wassem, il y a une autre société, Fortia. Toutes ces sociétés-là, mais allez regarder comment on les traite. Même des gens sont morts, tués par des explosions dans les usines. Leurs familles n'ont droit à rien. Et l'État togolais ne dit rien. Des gens sont blessés. Exactement. Des gens sont tombés dans des fûts. Les fûts là, hein, qu'on aurait pu appeler simplement tonneaux là, hein, avec de l'huile brûlante. Ils étaient fondus là-dedans. Oui. Mais c'est resté comme ça. Donc les conditions, quand on parle de conditions, donc le tout n'est pas de travailler. Moi-même, sans vous mentir, j'ai travaillé pendant des années, mais je n'étais pas épanoui.
Je suis moi-même l'exemple. Oui. Bon, en fait, compte tenu de la situation de la zone franche, moi aussi j'avais travaillé là. J'ai fait 1 an là-bas. Mais franchement, les femmes n'ont pas de valeur là-bas. Pourquoi je dis cela? Parce que ici, là, quand on recrute les femmes, d'abord les Yovos, on les appelle les Abouda. Maintenant, eux là, ils se contentent des femmes qu'on a recrutées. Maintenant, ils viennent à 5 ou à 10 personnes comme ça. Ils visionnent les femmes. Maintenant, il y a un, il te drague, il couche avec toi. Maintenant, après avoir couché avec toi, il dit ça à l'autre. L'autre aussi te drague, il couche avec toi. Et pratiquement, dans la société, on dit ça à tout le monde. Et la femme a la honte. Et elle abandonne le travail. Et pratiquement, c'est ce qui se passe là. Vous voyez, même il y en a un individu, il est mon ami, on a travaillé ensemble. Et moi, bon, je suis sur la machine, lui aussi. Mais lui n'est pas apte, puisqu'il doit être vigilant sur cette machine, puisque c'est réglé. Lui, c'est ça. Le robot a coupé sa main comme ça. Sa main comme ça. Et ce qu'on l'a donné, c'est seulement l'argent de la fin d'année, du fin du mois seulement. Ah bon? Oui, un seul salaire qu'on lui a donné, seulement. Seulement. Mais il revendique ça où? Vous savez la situation des Togolais, c'est que les Togolais sont comme des orphelins. Hein? Ça dit que nous n'avons pas de père. Donc, n'importe qui peut te taper sur la tête, peut te gifler, peut te donner des coups de botte, de n'importe quoi. Il y aura personne pour te défendre. Ça dit, pour faire mal aux Togolais, personne ne voit quelqu'un qui puisse les en empêcher. Je me rappelle, il y avait une représentante du PNUD au Togo, Madame Rosine Sori Koulibaly. Je prononce le nom à dessein. Burkinabé. Vous savez, à la fin de sa carrière ici, de son mandat, quand ils viennent, ils font généralement les fonctionnaires internationaux entre 3-4 ans et ils s'en vont. Cette dame-là, elle s'est autorisée à dire au cours de la cérémonie de revoir que l'État togolais a organisé à son honneur, que si toutes les décisions que j'ai eu à prendre, s'il fallait les prendre de nouveau, je les referais. Cela veut dire qu'elle n'a même pas de respect pour les autorités. Elle disait ça devant des ministres qui étaient là. Bawara était là comme ministre du Travail. Il y avait le ministre des Affaires étrangères. Mais est-ce que ça, tu peux dire ça devant quelle autorité, par exemple au Ghana, au Nigeria, au Kenya? Tu peux dire ça devant qui? Elle a osé dire ça. Et puis personne ne lui a rien dit. Parce qu'elle a vu nos ministres comme des enfants. C'est impossible. Moi, quand je suis là, parce que moi, j'ai travaillé à ce niveau-là, mais quand je vois le comportement de nos ministres sont minables. Ils sont ridicules. Parce qu'ils ne se respectent pas. C'est des gens qui viennent demander des faveurs à ces gens-là. Ça dit, s'il y a un projet, comment faire en sorte que le projet, on puisse l'œuvre, envoyer des choses. Par exemple, un projet de l'éducation. Moi, je me rappelle, il y avait un représentant, ça, je ne donne pas le nom. Il était sénégalais. Représentant du PNUD. Un projet d'équipement des écoles, des établissements scolaires. Combien de pratiquement, je crois, ça fait au moins 1 milliard de francs CFA. Vous imaginez que il s'est arrangé avec des ministres togolais, ils ont détourné l'argent. Et c'est certains de ses collègues fonctionnaires des agences des Nations Unies qui n'étaient pas d'accord, ils l'ont dénoncé. Ça a apparu dans une presse togolaise et le secrétaire général des Nations Unies l'a rappelé. C'était la fin de sa carrière. Je ne donne pas son nom. Vous imaginez? Et au même moment, il élevait un immeuble majestueux dans son pays, au Sénégal. Donc, les gens ont pris même la photo de son immeuble en construction. Quand on l'a licencié, on l'a limogé, on l'a fait partie du Togo, le chantier est resté comme ça. Je pense qu'il a fini même pas vendre le terrain.
Parce qu'ils ne pouvaient plus. La ressource devait venir d'où encore? Vous voyez ça? Donc, quand nos ministres peuvent négocier, peuvent entrer dans des compromissions, ce genre de compromissions, avec ces directeurs de société, ces fonctionnaires internationaux, etc., à qui eux, ils devraient normalement dicter la voie à suivre, bon, finalement, ils ne sont plus rien. Ils ne sont plus rien. Leur comportement a fait que les Togolais sont traités de moins que rien par les patrons d'entreprise. Tout à fait. Et tout récemment, il y a eu un travailleur, c'était un garçon qui contrôlait l'élevation des grues. Et là, son habit a été tiré par la machine et il s'est coincé, accroché, et il s'est coincé entre la machine qui le broyait. Et le gars criait. Un de ses camarades qui l'avait filmé, a aussitôt envoyé ça sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, c'était à Mina. Non, mais il ne pouvait rien puisque la machine avançait. C'est comme l'ascenseur. Voilà, la machine l'avalait et ça l'enfonçait dedans, ça le broyait d'un côté et il criait. Non, il l'a filmé parce que probablement c'est quelque chose qu'il réclamait depuis. C'est-à-dire qu'il réclamait depuis, il réclamait des conditions favorables. Voilà. Non. Et ça se passe et notre gouvernement dit non. Absolument rien. Ok. Non, je remercie l'orateur d'avoir insisté là-dessus. Au fait, ce qui nous manque au Togo ou bien en Afrique, c'est l'esprit nation. On manque l'esprit nation. Une nation est une chaîne de solidarité. Et sa force ou sa solidité se mesure par ses maillons les plus faibles. Et nos maillons les plus faibles sont les exclus sociaux. Quels sont ces exclus sociaux? Nous avons les chômeurs, les mères monoparentales, nos enfants abandonnés de rue, les orphelins, les veuves. Comment l'État s'organise pour venir au secours de ces maillons les plus faibles? Une nation forte et civilisée, c'est celle-là qui s'organise pour venir en aide aux faibles. Pourquoi aujourd'hui les Togolais ou bien les Africains n'ont pas la fierté nationale? C'est parce qu'ils se sentent abandonnés. Prenons le cas par exemple de, je dirais, l'autorité visa. Nos jeunes qui viennent de sortir tout fraîchement de l'université pour avoir le bac. Et on dit pour pouvoir jouir de l'autorité visa, il faut avoir du passeport. À 3 heures, 2 heures du matin, vous allez voir là-bas. Qu'est-ce qu'ils savent? Il fait quoi? C'est la question. Donc aujourd'hui, comment on va faire pour que nous puissions restaurer cette fierté nationale? C'est de revenir sur les droits fondamentaux liés à la dignité humaine. Droit au logement, droit à l'emploi, droit à la paix. Voilà les droits fondamentaux liés à la dignité humaine. Donc, Merci beaucoup. Vous voyez, donc c'est un ensemble de conditions qui ne sont pas en place. Notre État semble vraiment absent. Et malgré le cri de détresse, les cris poussés par-ci, par-là, l'État ne réagit pas. Le professeur Ninevi, j'étais en train de parler de lui, quand il venait de prendre fonction, il s'est déplacé, comme tout ministre le fait, dans les différents départements qui relèvent de son autorité. Il est arrivé là-bas, il a regardé. Ah d'accord. Et ses frères et sœurs ont formulé des doléances qu'il a écoutées, mais c'était resté sans suite. Le professeur Ninevi n'a rien fait jusqu'à quitter même le gouvernement. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme il n'a même jamais été un opposant. On dirait que lui, il a eu sa part, et puis ça s'arrête là. C'est l'impression que nous avons. Alors qu'il était l'un des plus respectés parmi... Est-ce que je mens? Pour ceux qui se rappellent la lutte de l'opposition dans les années 90,
Le professeur Ninevi n'était pas des moindres. Hein. Parce qu'ils étaient les 3 ou les 4 les plus en vue. Si je me rappelle, il y avait Jérémy Solimpio, il y avait Ninevi. Avant Ninevi, il y avait Agboibor, il y avait Edem Kodjo, il y avait Ninevi. Exactement, c'est les premiers partis politiques d'opposition qui ont vraiment lutté, mais quand certains